L'actualité sur la 90.7 Africa 7 Solo Media Group avec une réunion tenue hier entre le président Bassirou Diomaye Faye et le bureau politique du parti PASTEF qui continue de susciter des interrogations. Selon les informations relayées par nos confrères de Libération, ce conclave tenu dans un contexte de forte attente politique et institutionnelle a été l'occasion pour le chef de l'État d'aborder sans détour plusieurs sujets sensibles, notamment les rumeurs autour de sa relation politique avec Ousmane Sonko. Au cours de la rencontre, le président Bassirou Diomaye Faye a tenu à clarifier son rapport au projet présidentiel de 2029. Il a notamment déclaré que s'il n'était plus en vie à cette échéance, il souhaitait que son projet lui survive. Cette précision interprétée comme un message de continuité politique vise à dissiper les spéculations sur les divergences internes. Il a également insisté sur la solidité de son lien avec Sonko. Je le cite, « Je ne ferai jamais du mal à Sonko et il ne me fera jamais du mal. Sonko, moi, Diomaye et Diomaye, moi, Sonko. Sonko, c'est Diomaye et Diomaye, c'est Sonko », aurait-il affirmé, selon toujours le journal, une manière de fermer la porte aux rumeurs persistantes sur une prétendue rivalité ou un refroidissement entre les deux hommes. En tout cas, cela est confirmé par un des députés de l'Assemblée nationale, membre du parti PASTEF, Maître Abdoulaye Tall, qui, dans un post sur Facebook, dit « Alhamdulillah, Sonko, moi, Diomaye, Diomaye, moi, Sonko », ainsi que Mame Diarra Bousso Dieng, également député à l'Assemblée nationale, membre du parti PASTEF. Sachez déjà que le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a lui rejoint ce mardi son bureau à la primature après quelques jours de repos. Ousmane Sonko qui devrait reprendre incessamment les activités gouvernementales. Il est même annoncé au Conseil des ministres qui doit se tenir comme tous les mercredis. Donc aujourd'hui, pour rappel, le Premier ministre Ousmane Sonko avait pris congé donc à la veille de son Terra Meeting au stade Léopold Sédar Senghor. Nous restons sur les activités du président de la République, le chef de l'État qui a reçu ce mardi Mohamedou Mansour Mbaye, premier président de la Cour suprême, dans la continuité d'une séquence consacrée aux institutions judiciaires, après avoir échangé la semaine dernière avec la présidente du Conseil constitutionnel, puis ce mardi avec le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Le chef de l'État a poursuivi ses consultations en vue d'un diagnostic complet du fonctionnement de la justice. Au cours de l'audience, le premier président de la Cour suprême, Mohamedou Mansour Mbaye, a présenté un état des lieux du travail de la Cour suprême. Les discussions ont également porté sur les chantiers engagés pour améliorer notamment la qualité du service public de la justice, notamment la modernisation des procédures, la célérité dans le traitement des dossiers et la gestion de la charge contentieuse. Et nous parlons de cet atelier stratégique pour finaliser la nouvelle loi d'orientation sur la protection sociale, qui a réuni experts, acteurs étatiques et partenaires sociaux et qui vise à renforcer la couverture et l'accès aux services pour tous les citoyens, et avec un accent sur les populations vulnérables. Matar Sen, délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale, nous l'explique au micro de Mame Sokhna Dramé. L'avant-projet de loi d'orientation relative à la protection sociale qui nous réunit est le résultat d'un long processus, le EG l'a rappelé tout à l'heure, qui a été participatif et itératif. En effet, l'atelier d'élaboration tenu en octobre 2022 était assorti d'une série de fortes recommandations, dont précisément une large concertation sur le cadre juridique et réglementaire de la protection sociale. Cette présente rencontre s'inscrit dans cette dynamique. L'objectif est de partager les grandes orientations du dit avant-projet de loi, de la mettre en cohérence avec la nouvelle politique du gouvernement afin de faciliter le processus de son adoption dans une optique de recherche d'un consensus fort sur le cadre juridique de la protection sociale qui définit les rôles et responsabilités des acteurs et parties prenantes. L'avant-projet de loi d'orientation relative à la protection sociale vient donc assurément répondre à une exigence de cohérence et de durabilité des interventions. Il s'agit d'un texte fondateur qui définit les principes, les droits, les obligations et les mécanismes institutionnels encadrant la protection sociale dans notre pays. Ce texte permettra notamment de clarifier les rôles des différents acteurs publics et privés, d'harmoniser les dispositions existantes souvent fragmentées ou sectorielles,
de renforcer la gouvernance et la coordination à travers les organes inclusifs et d'assurer une meilleure soutenabilité financière de notre système. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui pour la protection sociale a pour objectif de relire, d'enrichir et d'harmoniser l'avant-projet de loi afin d'en faire un instrument de référence aligné sûrement sur les normes internationales et les priorités nationales. Ainsi, vos contributions, enrichies par votre vécu et vos expertises respectives. Nous parlons du 9e symposium des chefs d'état-major de marine et commandants de garde-côtes du golfe de Guinée qui s'est ouvert ce mardi à Dakar. L'événement organisé par la Marine nationale du Sénégal réunit plus de 27 marines et garde-côtes venus de 3 continents et ce pour 3 jours. Le ministre des Forces armées, Biram Diop, co-présidé avec la vice-présidente de la commission de la CEDEAO, Dame Tinti Bidja, l'ouverture officielle dans la capitale sénégalaise de cette 9e édition du symposium des chefs d'état-major de marine et des commandants de garde-côtes du golfe de Guinée. Nous parlons pêche à Saint-Louis. Les pêcheurs de Guet Ndar reviennent à la charge contre l'État du Sénégal sur les accords et licences de pêche non signés avec la Mauritanie voisine. Ils dénoncent un manque de volonté politique, mais surtout le risque d'une pénurie de poissons dans tout le Sénégal. Moussa Niang, porte-parole des pêcheurs de Guet Ndar, est revenu sur l'importance de cette rencontre au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Pape Khalil Louba. Les pêcheurs de Saint-Louis, principalement basés dans le quartier de Guet Ndar, ont exprimé toute leur amertume du fait des accords et licences de pêche qui tardent. Plusieurs pirogues ne peuvent plus aller en mer par défaut de licences expirées. Moussa Niang est le porte-parole des pêcheurs. Retrouvez le goût riche que vous adorez dans un nouvel emballage plus stylé. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour dénoncer nos licences de pêche qui constituent un accord avec la Mauritanie pour pouvoir aller pêcher en haute mer. Depuis 3 semaines, jour pour jour, les autorités nous font la sourde oreille. Les mareyeurs ont beaucoup de difficultés et le manque de poissons peut impacter dans tout le Sénégal. Alors nous interpellons les autorités à signer les licences et accords de pêche pour nous permettre d'aller exercer notre métier et de pouvoir vivre convenablement. Au cas échéant, nous serons obligés de passer à la vitesse supérieure. Les autorités de la pêche artisanale, aussi bien que de la pêche industrielle, sont directement interpellées et sont priées d'apporter des solutions définitives pour ces braves pêcheurs. Pape Khalil Louba, Saint-Louis pour Solo Media Group. Ouverture à Saint-Louis du premier forum mondial des pêcheurs et travailleurs du secteur de la pêche, une rencontre qui a réuni les acteurs de la pêche pour discuter notamment sur les enjeux de ce secteur et les ressources halieutiques. Mamadou Goudiaby, directeur de cabinet du ministre de la Pêche et de l'économie maritime, au sortir de ce forum, aux propos recueillis par Khalifa Babacar Fall. C'est un honneur pour nous, le Sénégal, d'accueillir ce forum mondial des pêcheurs et des travailleurs de la pêche qui a été fondé depuis 1997, en même temps que la journée mondiale de la pêche qu'on va célébrer d'ici le 21 novembre prochain. Les enjeux qui ont motivé la création de cette journée en 1997, c'était quelque part la lutte contre la surpêche. Elle est toujours actuelle aujourd'hui, c'est un enjeu qui est là. Par rapport aux zones industrielles, aux zones de pêche des navires industriels qui étaient plus éloignés, forte concentration du poisson. Mais aujourd'hui, avec la raréfaction dans ce contexte mondial où nous sommes avec une surpêche, des stocks qui sont révélés par les chercheurs pleinement exploités, voire surexploités. Vous verrez que lorsqu'on prend des espèces une à une, qu'elles soient des espèces pélagiques ou des espèces démersales, vous verrez que certaines d'entre elles, elles sont déjà au niveau tableau rouge, pour dire pleinement exploité et surexploité. L'enjeu, c'est quoi pour nous? Aujourd'hui, c'est faire en sorte que nous puissions éviter la surexploitation ou l'effondrement de ces stocks. Pour éviter que toutes nos espèces soient inscrites dans les listes de la CITES, il faudrait que nous-mêmes, aujourd'hui, au niveau de cette organisation du Forum mondial des pêcheurs et des travailleurs de la pêche, qu'on prenne conscience de cet enjeu qui est encore d'actualité. Africa 7, 90.7.
Voilà, donc nous restons sur l'actualité sur Africa 7 90.7 sur le Media Group avec cette rencontre à Ziguinchor où l'ONG 3D mise sur la jeunesse pour renforcer la démocratie et prévenir les conflits. En collaboration avec l'Institut IFA, l'organisation a lancé une formation de 2 jours destinée à 25 jeunes leaders communautaires. Objectif, outiller une nouvelle génération de citoyens engagés, capables de promouvoir la paix et la cohésion sociale dans un Sénégal où les jeunes constituent la majorité. C'est une correspondance à Ziguinchor de Moussa Ndao. À Ziguinchor, l'ONG 3D poursuit sa mission de consolidation de la paix et de renforcement du leadership citoyen. Face à une jeunesse souvent confrontée à la méconnaissance des principes démocratiques, un programme de formation a été lancé pour outiller des jeunes leaders communautaires. Magaï Sow est le chargé de suivi et évaluation au niveau de l'ONG 3D. Fort du constat effectué au niveau de cette jeunesse par la méconnaissance des principes et valeurs démocratiques, les problèmes de manque de connaissance sur le leadership, la promotion de la paix et les messages de non-violence. L'ONG 3D a mis en place un projet, une initiative visant à consolider la paix et renforcer l'espace civique. Ces jeunes seront renforcés sur les questions de droits humains, de genre, de leadership et de promotion de la paix au niveau de leur localité, et les questions de promotion de la jeunesse, n'est-ce pas, de participation civique et citoyenne au niveau de leur localité. Pour la dite ONG, l'enjeu est clair, créer une génération capable de prévenir les conflits et de valoriser la démocratie. Nous attendons que ces jeunes soient vraiment outillés et aient les capacités à vraiment s'investir au niveau de leur communauté pour d'abord prévenir les conflits, être des acteurs de médiation au niveau local, mais aussi faire la promotion de la paix aussi dans leur communauté au niveau régional. Et l'aspect qui est important, c'est aussi de faire la promotion de la démocratie. Cette session de formation est facilitée par le journaliste Ibrahim Gassama qui insiste sur l'importance d'un tel programme dans un contexte marqué par les tensions préélectorales et la faible connaissance des institutions. L'initiative vient à son heure par rapport à la situation qu'on a constatée, liée notamment aux violences préélectorales ou électorales, mais également la méconnaissance des institutions et piliers qui incarnent un peu la démocratie, parce qu'il y a un certain nombre de valeurs, de principes. Il y a des institutions, leur fonctionnement, mais il y a également la séparation des pouvoirs. Selon lui, ces jeunes, déjà considérés comme des leaders locaux, ont un rôle central à jouer dans la cohésion sociale. Il faudrait renforcer également leur leadership pour leur permettre, une fois dans leur communauté, de pouvoir mener le plaidoyer pour la promotion de la démocratie, mais surtout pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. À travers cette session de formation de 2 jours destinée à 25 jeunes, l'ONG 3D espère bâtir une jeunesse consciente, engagée et capable de porter un message de paix durable dans leur localité. Une démarche essentielle dans un Sénégal où les jeunes représentent la majorité de la population. Et nous nous rendons à Fatick où le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire SAEMS a invité ce mardi le gouvernement à apporter des réponses à ces revendications en vue d'arriver à une année scolaire apaisée. Selon Elhaj Malik Youm, secrétaire général du SAEMS, une éventuelle reprise des perturbations est un scénario qui n'augure guère d'une bonne année scolaire. Le secrétaire général national du SAEMS a participé au lancement d'un plan d'action portant sur les revendications portées par le G7, le groupe des syndicats considéré comme le plus représentatif du secteur de l'éducation et de la formation. Sachez qu'après un débrayage ce mardi, le G7 va embrayer aujourd'hui avec une grève totale ce mercredi, donc 48 heures de grève depuis hier ou de mouvement d'humeur pour le G7 et ses différents partenaires. Nous parlons toujours éducation et formation. C'est l'action de la société Expresso Sénégal qui a procédé à la distribution de 500 kits scolaires au CM Cheikh Anta Mbacké, ex-Canada. C'est dans la banlieue de Dakar. Expresso soutient les élèves et favorise l'adoption du numérique au sein de l'établissement. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'action sociale de l'entreprise qui entend accompagner les jeunes dans leur parcours scolaire. Un engagement majeur pour Expresso Sénégal qui, après Dakar, ira dans d'autres régions à compter de ce jour. C'est un compte-rendu de Sierra Béatrice John.
Dans le cadre de ces activités sociales, la Société sénégalaise de télécommunications Expresso Sénégal a procédé à la distribution de 500 kits scolaires aux élèves du CM Cheikh Anta Mbacké, ex-Canada. Cette initiative vise à accompagner les jeunes dans leur parcours scolaire et à les encourager à mieux intégrer les nouvelles technologies dans leurs apprentissages. Fatou Sow, directrice générale d'Expresso Sénégal, a rappelé l'engagement de l'entreprise à soutenir l'éducation. Expresso, c'est les télécommunications, c'est encore les télécommunications et c'est encore les télécommunications, mais c'est pas seulement les télécommunications, parce que tout simplement une société sénégalaise et on a un devoir, comme je l'ai dit, de soutenir. Aujourd'hui, on ne peut pas dissocier les télécoms de l'éducation, c'est ce que je disais tout de suite. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est une société télécom, donc on doit se limiter seulement aux télécoms. Aujourd'hui, les nouveaux métiers relatifs aux nouvelles technologies, ça passe par les écoles, ça passe par les universités, les écoles de formation. Donc aujourd'hui, Expresso, en tant que société télécom, a tout bénéf à collaborer avec les écoles, les universités. Le nombre de kits, je pense, c'est 500 kits qui a été remis à l'école et aux autorités de l'école. C'est un geste juste symbolique, mais comme je vous l'ai dit, on ne va pas s'arrêter à cela. On va accompagner ces jeunes-là pour qu'ils comprennent aujourd'hui que le futur est dans leurs mains et il faut qu'on leur donne les outils pour réussir, Inch'Allah. De son côté, Mbaye Babou, inspecteur à l'Académie de Guédiawaye, a salué l'initiative, soulignant qu'elle s'inscrit pleinement dans la vision du ministère de l'Éducation nationale qui œuvre pour le déploiement du numérique dans les établissements scolaires. Si Expresso vient appuyer les élèves de ce CM, c'est en même temps soutenir la scolarisation des enfants, c'est encourager la scolarisation des enfants, c'est soutenir la réussite et participer au développement de ce collège et vraiment au soutien des parents. Et comme vous le savez, au-delà de ce geste de remettre des kits scolaires, ce qui nous met le plus en confiance, c'est l'engagement d'Expresso à soutenir l'intelligence artificielle et le déploiement du numérique, qui aussi est un levier important du ministère de l'Éducation nationale. Parmi les bénéficiaires, Koumba Gaye, élève en classe de 3e, a exprimé sa joie et sa gratitude, affirmant que ce soutien contribuera à améliorer ses conditions d'apprentissage. On est très contents, nous les élèves de CEMSCAM, parce que ces fournitures nous permettront d'avancer dans nos études et moyenner les dépenses à nos parents. Ça va beaucoup nous motiver. Expresso Sénégal a annoncé que ses équipes se rendront prochainement dans d'autres régions du pays pour poursuivre cette campagne de distribution et accompagner Actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières avec un drame maritime qui a coûté la vie à de nombreux Guinéens, autant pour moi donc, au large des côtes mauritaniennes, selon Mamadou Boboba, président du Conseil des Guinéens de Mauritanie. Plus de 90 Guinéens ont péri en tentant de rejoindre l'Europe par voie maritime, passant par la Mauritanie. Il ajoute plutôt que les 52 survivants ont été assistés et conduits jusqu'à la frontière. Le président du Conseil des Guinéens en Mauritanie a dénoncé les difficultés auxquelles la diaspora guinéenne est confrontée dans ce pays, notamment l'absence d'une représentation diplomatique permanente. Le ministère libanais de la Santé a fait état hier soir de 11 morts dans une frappe israélienne sur un véhicule dans un camp de réfugiés palestiniens au sud du Liban, tandis que l'armée israélienne dit avoir frappé un camp d'entraînement du mouvement islamiste palestinien Hamas. Le ministère libanais parle d'une attaque de l'ennemi israélien sur le camp d'Ain al-Heloué à Saïda, faisant état de 11 morts et 4 blessés. Selon l'agence de presse officielle ANI, un drone israélien a ciblé une voiture près d'une mosquée du camp. Et puis en Belgique, 8 personnes ont été arrêtées ce mardi dans le cadre d'un complot présumé visant à assassiner le procureur général de Bruxelles. Les arrestations ont eu lieu après les perquisitions dans 18 domiciles à Bruxelles et dans la ville voisine de Louvain. Ces perquisitions sont l'aboutissement d'une enquête de 4 mois sur des renseignements concernant un complot visant à assassiner le procureur général de Bruxelles, Julien Moinil. 7h22. Dans un instant, la page Sport. Sport sur Africa 7.
Et dans ce studio pour nous présenter la page des sports, Al-Amin Senghor, bienvenue, bonjour. Merci, bonjour à vous Birahim Touré, bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir. L'actualité sportive que nous démarrons avec surtout le match Sénégal hier, Kényan. Les Lions qui se sont imposés 8-0, les Lions de Pape Thiaw. Je l'appelle encore une fois, donc on battu en score fleuve au Kényan mardi, donc hier dans l'après-midi à Antalya, bien entendu. Sadio Mané a inscrit un triplé, Nicolas Jackson ont doublé, El Hadji Malick Diouf et Ibrahima Mbaye ont marqué les deux autres buts. Je rappelle que parlant de ce dernier, Ibrahima Mbaye a marqué donc les esprits hier avec surtout un match très sérieux. Les Lions du Sénégal ont malgré tout respecté l'adversaire jusqu'à la fin du temps, dans les 90 minutes. C'est ce qui se traduit justement donc sur le score après ce large succès. Je rappelle que Pape Thiaw, lui, a fait face à la presse en revenant dans ce match du Sénégal. Un match sérieux et qu'il a d'ailleurs salué la performance de ses joueurs. Pape Thiaw, le coach de l'équipe nationale du Sénégal, que je vous propose d'écouter. Respecter vraiment les consignes, ils ont fait un match sérieux et respecter nos phases de jeu, et je trouvais que ça c'était très important pour une équipe, on sort une équipe très difficile, mais après une fois qu'on est, j'espère qu'ils vont bien rentrer et ils sont contents, et de les voir comme ça fait vraiment plaisir. Moi je pense que quand tu as des joueurs qui sont compétiteurs et surtout que des joueurs qui n'aiment pas perdre, qui sortent sur une défaite, et derrière on avait un match, on savait qu'un adversaire qui est redoutable, qui pouvait nous poser des problèmes, et on les a bien analysés et les consignes ont été bien respectées, et je pense que c'est très important, je trouve, parce que des matchs comme ça où on s'est décanté très vite, et je vois que l'équipe respecte les choses et respecte l'adversaire. Surtout, on voulait juste gagner ce match, faire un match sérieux, un match correct, et parce qu'on prépare notre CAN, on l'a dit, nos 2 matchs amicaux, ça nous servait à ça, donc on ne peut pas aller dans une compétition juste en ayant un seul système, parce que parfois avec les contextes des matchs ça peut changer. Donc après, quand on a des joueurs très impliqués et aussi qui sont intelligents, et pourtant on l'a travaillé qu'une fois, et après c'est sûr que certains qui vont dire l'adversaire, mais je pense que quand on voit sur les lignes, entre les lignes, comment ils étaient bien positionnés, et puis pour récupérer la balle à la perte, et aussi comment on était disposé, je pense qu'ils ont respecté les consignes. Respecter les consignes, c'est l'avis de Pape Thiaw, le coach de l'équipe nationale du Sénégal, qui a encore une fois donc salué cette performance des Lions du Sénégal bien avant la Coupe d'Afrique des Nations. Il a encore une fois rappelé, c'est un des matchs préparatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN Maroc. Je rappelle qu'il a salué la performance de Ibrahima Mbaye qui s'est carrément illustré devant cette équipe kenyane avec un but et 2 passes décisives. Une première aussi pour Mamadou Sarr, le défenseur sénégalais, a aussi fait bonne impression de l'autre côté. Il n'y avait pas que le match Sénégal-Kényan hier qui se jouait. De l'autre côté aussi, le Brésil a préféré jouer avec une autre nation africaine. Et bien, c'était face à la Tunisie. Le match s'est terminé donc sur le score d'un but partout, selon le coach Carlo Ancelotti du Brésil. Il dit que le match face à la Tunisie était beaucoup plus facile ou en tout cas beaucoup plus difficile que face au Sénégal. C'est pourquoi donc le résultat, encore une fois, donc, a été un résultat nul, un but partout. Autre chose que le football, le Sénégal accueillera un stage d'entraîneur de niveau 2 sous-régional organisé grâce à la solidarité olympique et à l'International Tennis Federation en collaboration avec la Fédération sénégalaise de tennis. Ce stage qui se déroulera à l'Olympique Club de Dakar vise à former les entraîneurs qualifiés provenant de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, notamment la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Cameroun ainsi que la Côte d'Ivoire. Birahim Touré. Oui, alors Haïti c'est qualifié pour la Coupe du Monde. Hein. L'île Haïti, les Haïtiens donc qui seront en Coupe du Monde. De même que Panama et cette toute petite île de Curaçao avec juste quelque chose comme 150 000 habitants qui se qualifient aussi à la Coupe du Monde pour le Mondial 2026. On verra des équipes que l'on n'a peut-être jamais vues en Coupe du Monde. C'est une bonne chose en tout cas. Merci Al-Amin Senghor. Je ne vais pas trop te remercier tout de suite puisque